Et c'est parti pour la présentation du pédiluve, ou comment se préparer à sa piscine. Donc au sommaire, je vais présenter le document pédiluve, ensuite comment accéder aux cours, les conditions d'accès, et puis enfin comment me contacter pour faire des retours ou me poser des questions sur le cours. Donc le pédiluve KCC, c'est un document que j'ai écrit qui sert à se préparer aux piscines d'EPITA, Epitech, 42, 2600, voilà, toutes les écoles qui font ce genre d'initiation. Voilà. Ça aide à s'y préparer pour y aller avec aisance. Mais une piscine, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un moment où on va apprendre à faire du C, du shell, à utiliser Git, et tout ça sur Linux. Alors, à savoir cela dit qu'à 2600, ils ont en plus de ça de l'assembleur, et à 42, ils n'utilisent pas Linux, mais macOS, qui est donc un Unix. Mais ça reste compatible, donc ce que j'écris fonctionne pour l'un comme pour l'autre. C'est également un moment très important dans la vie d'un étudiant. Une piscine, on n'en fait qu'une. C'est un moment assez unique qui dure sur plusieurs semaines et qui demande une charge de travail assez conséquente. Et on a beau se rappeler toute sa vie, bah, c'est mieux de se rappeler d'un bon événement qui s'est bien passé plutôt qu'un mauvais moment qui s'est mal passé. Donc c'est assez intense, ça demande beaucoup de travail et parfois c'est un peu compliqué à suivre. D'où ce document qui est là pour aider justement à pouvoir plonger dans la piscine avec aisance et ne pas couler. Donc il se trouve que je connais le piscine de plusieurs écoles. Epita, bah parce que j'y étais comme étudiant et puis j'ai ensuite encadré plusieurs piscines sur plusieurs années, jusqu'à aujourd'hui bah, donner des cours à Epita. Epitech, bah, ça vient d'Epita, donc ça marche pareil. 42, ça vient d'Epitech, donc ça marche pareil. Alors il se trouve qu'en plus, j'ai des amis qui ont fait 42 qui m'ont raconté comment ça se passe sur les 3 ans, mais du coup, en particulier la piscine, les exercices qu'on y trouve. Bon, apparemment, quand ça marche dans une école, ça marche dans une autre, hein. Et ensuite, 2600, bah, c'est pareil, j'ai été assistant pour des ateliers dont le bootcamp C assembleur, donc le bootcamp de la rentrée. J'y retourne d'ailleurs là d'ici quelques mois. Donc je sais aussi comment ça fonctionne, les exercices qu'on y trouve, et bon, finalement ça reste toujours un peu similaire la façon de faire. Même si eux appellent ça bootcamp et pas piscine, mais bon, ça reste très similaire. Et donc, bah, qui s'adresse ce document? Eh bien, aux futurs étudiants d'une école supérieure en informatique, donc les écoles que j'ai citées ou une autre qui fait un événement de ce type-là. Si c'est pas pour vous, mais que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a ce profil, n'hésitez pas du coup lui montrer la vidéo ou directement le lien du cours, voilà, qu'il puisse un peu se préparer. Ça s'adresse également aux petits curieux qui se demanderaient est-ce que j'ai envie de faire du C, est-ce que j'ai envie de faire du shell, est-ce que j'ai envie de découvrir ça. Eh bien, c'est bien parce que le cours en question, c'est un pédiluve, c'est pas un vrai cours de C, c'est pas un cours complet de shell non plus. Donc ça ne demande pas de beaucoup s'investir. Je présente comment se préparer à une piscine, où là on va apprendre un peu plus en profondeur du C, du shell et compagnie. Donc aux petits curieux qui aimeraient savoir est-ce que c'est fait pour moi oui ou non, ça peut être un document intéressant. En plus de ça, j'ai essayé d'apporter pas mal de qualité par rapport à des cours que j'ai connus il y a longtemps. Moi j'ai commencé à faire du C à 14 ans par des sites web francophones. Donc il fallait mixer ce que je trouvais avec ma maturité à 14 ans et j'apprenais comme je pouvais. Maintenant, rétrospectivement, je me dis qu'il y a des choses que j'aurais bien aimé lire ou ne pas lire d'ailleurs. Voilà, et donc j'ai essayé d'apporter un peu plus de qualité dedans. Encore une fois, ça reste un pédiluve et pas un cours complet pour apprendre du C, du shell et compagnie, c'est pour se préparer à une piscine. Et également à ceux qui voudraient rattraper du retard, si, mettons, malheureusement, quelqu'un a déjà passé une piscine et qu'il y a du rattrapage derrière, là, qui arrive, si la personne a besoin d'un autre angle d'attaque, eh ben, ce document peut également l'aider. Pour l'accès, alors, au début, c'était pour quelques personnes de mon entourage, voilà, qui reprennent les études et qui avaient besoin d'un socle de connaissances pour pouvoir attaquer des écoles supérieures d'informatique et qui avaient une piscine à faire, etc. Et je me suis dit à la fin, et pourquoi ne pas l'ouvrir au reste du monde? Donc j'ai mis beaucoup de temps, d'énergie, tout ça dedans. C'était assez conséquent en termes de travail, temps libre que j'ai pris dedans. Donc après réflexion, je me suis dit que, bon, pour la modique somme de 0 €, tout le monde pourrait y accéder. Voilà, pour moi, c'est plutôt fair, hein. Je trouve ça plutôt juste. Et comment y accéder justement? Eh bien, il y a deux manières. Soit en ligne sur gelule.kidop.io. Donc je vais vous présenter ça maintenant, ça je vous présente le cours, le format, à quoi ça ressemble. Et après je vous montrerai comment avoir le cours en local sur votre PC. Donc gelule.github.io, donc si jamais tous les liens sont dans la description, blablabla, vous connaissez.
Alors, si jamais vous aimez pas le thème, il y a un petit pinceau ici, et puis vous pouvez comme ça changer à votre convenance le thème du site. Je vais vous présenter quelques petites pages prises un peu là comme ça au hasard. Donc vous voyez que là il y a tout le sommaire qui est ici. Mais je vais d'abord lire l'introduction, histoire de mettre les choses bien au clair, à plat. Ah, si jamais il y a aussi un truc de recherche aussi. Hein. Bref, le site est plutôt sympa. Donc en introduction, donc cet e-bouquin a pour objectif de préparer les étudiants à l'épreuve d'informatique communément appelée piscine. Donc j'insiste pour me préparer. C'est pas un cours de C, c'est pas un cours de Shell, c'est un pédiluve. Voilà. Donc c'est des connaissances qui sont également présentes sur la chaîne YouTube. Bon bah ça voilà, comme ça tout le monde peut y retourner et avoir des exemples en vidéo, ça peut être sympa aussi. Voilà, je tutoie dans le cours. Si ça dérange, tant pis. Pour être sûr d'oublier personne, je repars depuis zéro. Vous allez voir, il y a des moments où je repars vraiment depuis le zéro absolu. Donc peut-être que pour vous, ça sera des banalités, mais peut-être que pour d'autres, ça sera dans l'information nécessaire et intéressante. Donc je préfère partir depuis zéro, que tout le monde ait les mêmes bases, plutôt que dire, bon ça ils doivent connaître, c'est bon, on passe, on zappe. Non. Il y a vraiment, j'essaie de reprendre vraiment depuis zéro sur certains points. Je présente des exercices, mais je peux pas tout présenter parce que je présente des exercices type piscine. Mais si je présente tous les exercices avec en plus les corrections, ça serait de la triche. Et on évite la triche. On évite le plus possible. Mais voilà, je présente quand même quelques petits exercices, on va dire un peu typé piscine, sans trop l'être non plus. Et j'ai aussi les corrections dedans, donc voilà, ça permet de pouvoir faire quelques exos pour mieux comprendre, etc. Je présente aussi des outils que j'utilise moi quotidiennement, qui sont rarement présentés, enfin pas toujours présentés dans les piscines, donc Awesome et Vim par exemple. Donc là j'ai ressorti les vidéos que j'ai utilisées. C'est vraiment beaucoup de texte, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 7 chapitres où je ressors des vidéos, c'est pour installer le système, Vim et Awesome. Après c'est vraiment que du texte. Blablabla. Également, alors oui, petit point, pour l'instant, l'école 2600 échappe un peu à mon objectif parce que ils ont dans leur bootcamp d'entrée de l'assembleur. Mais moi, j'ai pas de document pour enseigner complètement l'assembleur. J'ai des slides qui traînent, mais j'ai rien de concret que je pourrais réutiliser là comme ça rapidement pour monter un cours d'assembleur. Donc ça montera petit à petit, mais je profite du fait qu'on soit là pendant l'été et qu'il reste un mois et demi, 2 mois selon les écoles avant la rentrée pour que le plus grand nombre puisse en profiter déjà pour cette rentrée. Et après, bah, pour les futurs, et bah, ça sera toujours accessible. Peut-être mise à jour à certains endroits, tout ça, tout ça. Autre point pour les professionnels du métier, donc c'est-à-dire ceux qui ont déjà leur diplôme et qui travaillent déjà, il y a des parties que j'ai laissées de côté exprès pour ne pas alourdir la compréhension des notions. Encore une fois, c'est un pédiluve, donc j'accepte toute critique, mais avant d'enseigner une critique, alors j'accepte toute critique qui est constructive. Hein. J'aime pas, rien à faire. J'aime pas parce que, ou je trouve qu'il faudrait changer parce que, s'il y a un parce que quelque part, voilà, je suis déjà un peu plus ouvert, je suis déjà un peu plus à l'écoute. Donc rappelez-vous avant toute critique que c'est un pédiluve, voilà. Vous avez juste à lever les yeux sur chaque page, et tout en haut au milieu aura ce mot pédiluve. Et donc rappelez-vous que ce n'est pas un cours pour faire du C, ce n'est pas un cours pour apprendre à faire du shell, c'est vraiment un cours pour se préparer à une piscine. Donc il va manquer des notions selon vous, mais c'est pas grave parce que ces notions seront rattrapées, seront abordées dans les piscines. Voilà. Peut-être qu'un jour j'écrirai vraiment un document piscine et alors là ce sera un document, ça sera l'éclat total, ça sera comment valider n'importe quelle piscine de n'importe quelle école. Et là, je serai aux anges. Même si le vrai rêve absolu, ça serait écrire un cours de système, programmation de système, un truc comme ça, vraiment bien bas de niveau comme on aime. Mais ça prend tellement de temps que un peu complexe. Bref, maintenant que on est d'accord sur à peu près tout, en tout cas sur l'introduction, je vais pouvoir présenter quelques petites pages. Donc par exemple, dans les préliminaires, la base 10, et ben voilà, on est là, et puis on décompose un nombre en base 10 pour voir comment ça fonctionne. Donc là vraiment on repart sur le collège, hein, c'est vraiment pour ceux qui ont besoin de reprendre certaines bases, pouf, on est là. Pourquoi on fait ça? Bah parce qu'il y a la base 2 qui arrive après, donc on prend un nombre, et puis pouf, on décompose, et on voit comment avoir l'avoir en base 2. Et puis du coup l'inverse, comment passer de la base 2 à la base 10, blablabla. Et puis comment on fait quand ça rentre pas dans le joli tableau qui est là, bref. Ensuite la base 16. Bon bah là, je me suis pas amusé à refaire le cours de base 10 et base 2. Il y a juste à remplacer 10-2 par 16 et refaire les calculs qui vont bien. Mais je montre un tableau qui est les 33 premières valeurs de la base 16, leur représentation en base 16 et puis les équivalents en base 2, base 10. Pareil, un petit tableau sur la fin sur quelques valeurs qui seraient à prendre un peu par cœur, entre guillemets, parce qu'on les retrouve assez souvent en informatique.
Ensuite, qu'est-ce qu'un bit et qu'est-ce qu'un octet, comment les représenter selon le nombre de bits et d'octets qu'on a, etc. Les portes logiques, là, pareil, voilà, voilà. Il n'y a pas toutes les portes logiques, hein, il y a un lien Wikipédia sur la fin. Et ensuite, on arrive dans le chapitre système, et alors là, c'est que de la vidéo, parce que c'est moi qui installe Ubuntu, Arch Linux, Manjaro, Fedora, NixOS. J'allais pas m'embêter à faire 1 milliard d'imprimes écran quand je peux juste faire des vidéos. Ensuite, on attaque le shell. Donc là, le shell, je repars vraiment depuis zéro, c'est-à-dire, j'admets ici que c'est la première fois que tu ouvres un shell qui a sa configuration par défaut. Bon, voilà, donc tu as d'abord ça qui s'affiche. Viens, on décortique tout ça et on regarde, on comprend ce qui se passe. Donc vraiment, je repars depuis zéro. Après, on apprend à s'y déplacer, donc un terminal d'un côté, un explorateur de dossiers de l'autre, de fichiers, donc un manager graphique, et puis tiens, regarde quand je fais mkdir test, tintin, il y a un répertoire test qui se crée comme par magie, waouh. Et puis voilà, petit à petit, des petites commandes en plus pour apprendre à se déplacer, etc. Ensuite, un cours sur le man, parce que qu'est-ce qu'un cours de shell sans man? C'est pas un cours de shell, évidemment. Lire, écrire dans des fichiers, donc j'ai été gentil. J'ai d'abord présenté Nano, voilà. Parce que bon, faut rester un peu gentil comme au tout début. Et puis ensuite, il y aura d'autres éditeurs de texte qui seront présentés, bref. Voilà, on avance. Donc là, par exemple, tips and tricks, donc des petites astuces à faire au clavier pour aller plus vite, pour faire des pauses, pour être plus performant. Dans les éditeurs de texte, bon, j'ai pas présenté Emacs parce que je sais pas l'utiliser, et j'ai pas montré NeoVim parce que moi je suis sur Vim et que ça me va très bien, et j'ai pas envie de commencer à dire alors ta Vim et NeoVim, blablabla. Donc moi je présente ce que je connais, c'est déjà pas mal. Le VS Code, cela dit, je montre juste comment l'installer parce que je ne connais pas plus que ça, vu que j'utilise Vim. Mais pour ceux qui aimeraient quand même avoir du graphique, bon bah voilà, je montre comment installer et lancer VS Code. Après, c'est débrouillez-vous. Je sais qu'il y a une histoire de plugin et il y a un terminal, il y a un onglet terminal quelque part qui traîne en bas de la fenêtre. Je sais pas plus. Pour Vim, là c'est pareil, j'allais pas faire une page HTML d'1 giga pour expliquer comment faire du Vim. Là j'ai ressorti les vidéos pour apprendre à utiliser Vim avec la fameuse vidéo Vim en 2024. Enfin, apprendre à l'utiliser. Le run command, donc là, comment agrémenter son fichier run command, blablabla. MKCD, alors ça, je le montre à chaque fois parce que j'adore cette fonction. Et comment la mettre dans son run command et comment l'utiliser. Ensuite, dans les window manager, j'ai que Awesome et il n'y a que la vidéo pour montrer comment l'utiliser. Là, c'est pareil, je vais pas faire une page pour dire si tu appuies sur Shift 3, et regarde, t'es sur le troisième bureau. Non, voilà, il y a une vidéo pour montrer quand c'est graphique comme ça, autant faire de la vidéo. Et enfin, on attaque la programmation shell. Donc, je sais pas, il y a par exemple, on va faire du job control, créer des scripts, comment créer des variables, comment loquer les variables d'environnement, blablabla. Et ça termine sur les boucles. J'ai pas fait les fonctions parce que pour moi, pour un pédiluve, c'est pas nécessaire. Après, j'ai peut-être tort, mais pour un pédiluve, je me dis, aller jusqu'aux boucles en shell, c'est déjà pas mal. Plus rarement, on va faire des fonctions, même dans les piscines, c'est assez rare de trouver des exercices qui demandent à faire des fonctions. C'est plutôt à l'étudiant qui se dit tiens, j'ai envie d'agrémenter mon propre shell. Mais là, pour un pédiluve, je pense qu'aller jusqu'au bout, c'est déjà quand même vraiment pas mal. Ensuite, pour Git, là c'est pareil, je présente donc là un petit glossaire sur Git. Là, quelques commandes de base, vraiment celles de base, hein, c'est-à-dire on ajoute, on commit, on log et on regarde le statut du projet, hein, pas plus loin. Et ensuite, j'ai quand même un cas pratique avec GitHub pour apprendre à utiliser Git sur GitHub. Et donc, comme je repars depuis zéro, création de compte, création des clés SSH qui vont bien, même une clé SSH avec mot de passe si on a envie d'avoir avec mot de passe, comment configurer le fichier de config SSH dans son home, voilà, voilà, blablabla. Et donc, comment créer le projet, et puis ensuite, c'est rigolo, regarde quand je fais push, ça envoie sur GitHub, retourne sur GitHub, tu rafraîchis la page et waouh, il y a les fichiers qui sont arrivés, je vois les mises à jour et tout, c'est trop rigolo, bon bref. Et ensuite, on va cloner ailleurs pour dire, regarde, tu peux recloner tout ton projet ailleurs, même sur notre machine s'il le faut. Voilà, donc on apprend à utiliser Git avec GitHub. On apprend dans le sens pédiluve, encore une fois, hein. C'est pas un cours sur Git. Ensuite, on arrive au langage C, hein, le fameux langage, avec un petit abécédaire. C'est juste histoire d'avoir quelques petits chapitres pour apprendre à faire du C, apprendre à compiler. Donc voilà, un petit code minuscule. Comment compiler et comment exécuter. Avant qu'on me tombe dessus en disant ils sont où les flags de compilation je répondrai pédiluve. Et je répondrai aussi, regarde plus loin, flag de compilation en chapitre. Donc,
Au tout début, c'est vraiment pour faire un peu de code, pour faire du code, avec pas mal de tests différents pour pouvoir s'amuser. Donc par exemple là, comment directement jouer avec argv et justement parcourir les arguments qu'on envoie, etc. Donc oui, il y a une boucle for avant le chapitre sur les boucles, mais l'étudiant, normalement, il n'est pas trop bête. Il y a deux neurones qui devraient se connecter, se dire, eh, mais j'ai déjà vu les boucles en shell. Ah, une boucle for, je vois à peu près ce que c'est, mais oui, d'accord, bien sûr, oui. Voilà. Donc, j'ai dit au début dans l'introduction, je vous prends pour des cons, mais je vous prends pour des cons avec deux neurones au moins. Et c'est déjà le minimum. Ensuite, les types prédéfinis, là c'est pareil. Il y a les entiers, les longs, les shorts, les machins, et tout, etc. Avec un petit tableau qui dit, bon bah voilà, les short in, ça prend tant d'espace en mémoire, ça va de là à là. Quand ça donne sign, bah, ça prend même place, mais ça part de zéro. Je mets les valeurs vraiment en dur, mais après je donne la technique pour avoir les valeurs. Donc par exemple le short in c'est 2 octets, donc x8 c'est 16 bits, 2 puissance bête, tadam, 2 puissance bête, 2 puissance 16, tadam. Donc bah c'est pareil, après il n'y a plus qu'à remplacer avec les valeurs là, et puis on tombe sur les valeurs qui vont bien. Voilà, voilà. Pareil pour les décimales, comment faire du float, du double, du non-double et comment les afficher, etc. Ensuite, comment jouer avec des caractères, et bah pouf, j'ai même sorti la table ASCII. Et comme ça, bon, on peut la parcourir comme ça, ou sortir le Manaski, ça va être peut-être plus efficace, bref. Ensuite, comment faire des fonctions, des maths, des trucs, des blabla, et puis hop, évidemment, il y a les pointeurs. Et alors moi, je suis partisan de ceux qui disent, les pointeurs c'est compliqué parce que les gens disent que c'est compliqué. Si les gens arrêtaient de dire c'est compliqué, il y aurait moins d'étudiants qui auraient peur des pointeurs, et ça se passerait beaucoup mieux. Donc il y a une petite maxime, moi, que je demande à répéter, en général, c'est juste, un pointeur est une adresse, point. Voilà. Comme ça, on arrête d'avoir peur et on se dit juste, ah ouais, un pointeur, c'est pas un entier, c'est pas un nombre décimal, c'est pas un caractère, non, c'est une adresse. Voilà, c'est tout. La valeur, c'est une adresse. Et pour être plus correct, c'est un pointeur, c'est une adresse sur un type. Voilà, là, on est déjà un peu plus correct. Mais voilà, faut pas avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur des pointeurs. Les pointeurs, c'est juste une autre notion, mais qui est pas spécialement plus compliquée. Il faut arrêter de répéter ce genre de phrases. Après, ça fait peur. Et donc ensuite, je montre comment jouer avec, etc., 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 et ainsi de suite, jusqu'à faire un tout petit peu d'arithmétique des pointeurs, mais pas beaucoup, histoire de dire, regarde, tu peux te déplacer dans la mémoire, et puis voilà. Ensuite, il y a les boucles, bon, et enfin les exercices. Donc les exercices, il y a des trucs vraiment très simples, comme faire des maths toutes bêtes, qui prennent une ligne, mais bon, bah faut bien faire des fonctions qui font des maths un jour ou l'autre. Pareil pour faire des portes logiques, faire des petites maths encore un peu bêtes, comment faire un double, un square, un carré, un cube, etc. Comment calculer la puissance de 2 d'un nombre, donc de puissance, la valeur qu'il a. Cette fonction j'aime bien, le hitlen, c'est calculer le nombre de caractères dont j'ai besoin si je veux écrire un nombre sur un terminal. Donc par exemple 0, bah, ça prend un octet, enfin ça prend un caractère, parce qu'il faut bien l'afficher le 0. Moins 1, bah, c'est 2, parce qu'il y a le caractère moins. 2600, bah, c'est 4. Moins 42, bah, c'est 3, parce que moins 4, 2, ça fait 3 caractères. Et ensuite, on joue un peu avec les caractères, justement. Donc, est-ce que le nombre est en minuscule, majuscule, ou est-ce qu'on représente un chiffre? Ensuite, carrément, les trois, et donc je dis, tiens, regarde, tu peux réutiliser tes propres fonctions. Il y aura la correction après, et je montrerai, etc. Ensuite, voilà, comment on fait notre fonction pour jouer avec du if et compagnie. Comment jouer avec les pointeurs, donc là, il y a quelques exemples. Comment recoder Sterlen? Alors ça, voilà, dans la catégorie, toutes les écoles le demandent, même celles qui n'ont pas de piscine, voilà, toutes les écoles d'informatique demandent un jour, tiens, recode Sterlen. Voilà. Pour ça, je dis, je sors pas ça de nulle part, mais c'est pas non plus des exercices de folie. Si je montre les corrections, je suis pas non plus hors la loi, quoi. Et ensuite, il y a les corrections, justement. Donc là, bah, je montre mes corrections. Alors, est-ce que ce sont les meilleures? Je sais pas, mais elles ont le mérite d'être fonctionnelles. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Je montre pas non plus des trucs de ouf en mode, regarde, on peut faire du ternaire sur une ligne, hein. On reste sur un pédiluve, encore une fois. Et dans les structures de données, bah, je montre que les structures, je montre pas les énums ni les unions, parce que je me suis dit, bon, bah non plus commencer à faire un cours complet, ce sera pour une autre fois, mais là, déjà, voilà, on apprend à voir qu'on n'est pas obligé de faire un milliard de variables séparées, on peut tout structurer dans un seul espace mémoire. Ensuite, dans les notions avancées, bon bah voilà, pour ceux qui râlent, hop, regarde, il y a les flags de compilation, je dis à quoi ils servent, et je montre même un exemple de message d'erreur.
auquel j'ai statistiquement toujours, à chaque année, des étudiants qui ont peur de ça, et qui ont peur de lire, et qui savent pas faire, et qui du coup lèvent la main pour dire je comprends pas, ça marche pas, au secours. Et donc là, moi, chaque fois, ce que je fais avec eux, c'est regarde, on va lire ensemble. Regarde, on commence par cette ligne, il la lit à voix haute, etc. Et ben là, on fait un peu pareil. Il y a plein de messages d'erreur, ben, je les prends un peu un par un, puis on traite un par un. Et on apprend comme ça à lire des messages d'erreur. Et arrêter d'avoir peur d'un compilateur qui affiche des erreurs. Un compilateur, les messages d'erreur, c'est nos meilleurs amis. C'est ce qui nous indique pourquoi ça fonctionne pas, justement. Ensuite, comment compiler plusieurs fichiers, les makefiles. La récursivité, c'est pareil, je montre quelques exemples, ça finit sur du Hackerman pour la déconne. Encore une fois, c'est un pédiluve, je vais pas expliquer toute la récursivité, ça s'afficherait peut-être mieux comme ça tient. Mais voilà. Ensuite, il y a les pointeurs, donc l'avancée, donc c'est arithmétique des pointeurs, mais deuxième partie. Et donc là, on voit pourquoi, par exemple, quand j'ai un pointeur sur une structure qui fait 48 octets mémoire, apparemment, bah pourquoi quand je fais plus 1 sur mon adresse mémoire, bah ça fait pas plus 1 mais plus 48. Bon. Voilà, voilà. Ensuite dans la mémoire, bon bah il y a malloc, parce qu'il faut bien s'amuser un peu. Comme il y a malloc, évidemment, il y a free. Ah oui, je montre ce qui se passe quand malloc échoue du coup. Donc qu'est-ce qu'un segfault? Malloc, donc il y a free parce que bah faut être propre. Malloc c'est bien, mais être propre c'est peut-être mieux. Donc comment faire du free, comment faire un free sécurisé. Ce qui n'était pas toujours enseigné, ça par exemple. Et c'est des trucs que j'aurais bien voulu apprendre quand j'avais 14-15 ans, ce genre de technique, là comme ça. C'est logique quand on y pense, mais faut débloquer cette logique. C'est pas tout le monde qui, moi pour moi le premier, hein, mais qui arrive à faire ting sur ce genre de truc. Là c'est un même qui me faisait rire, c'est un pointeur de pointeur de pointeur de pointeur de pointeur de pointeur sur entier. Donc voilà, c'est pour montrer en gros c'est quoi un pointeur. Voilà, et donc il y a aussi Valgrind. Et j'insiste sur la prononciation de Valgrind. Et donc, bah voilà, il y a beaucoup de notions qui sont montrées, comme je disais, mais un peu en surface. Donc là, il y a un code qui va échouer. Bon, je laisse découvrir le pourquoi du comment. Et donc, on apprend à lire la sortie de Valgrind, justement, ne pas avoir peur de il y a beaucoup de texte, au secours, je comprends rien. Mais non, regarde, on va décortiquer tout ça. Et on décortique, voilà. On apprend à compiler avec les flags de debug pour aider Valgrind à mieux s'y repérer dans le binaire et à nous afficher un peu plus d'informations, plus intéressantes, etc. etc. Ensuite, bah, il y a les listes chaînées, donc là, pareil. Alors, liste chaînée, là, il y a quelques exercices, mais je donne pas les corrections, pas toutes, parce que là, on rentre vraiment dans le cadre d'exercices type piscine. Et j'ai pas envie de commencer à montrer toutes les corrections du monde non plus. Donc, il y a deux, trois trucs, genre créer un nœud, le détruire, et parcourir la liste chaînée, et je crois que c'est à peu près tout. Et après, je demande quelques autres trucs, mais je donne pas les corrections. Je dis juste, tiens, réfléchis, tu pouvais faire ça, je pouvais faire ça avec les listes chaînées. Mais voilà, ça va pas plus loin. Et ensuite, il y a quand même GDB, histoire de montrer comment faire du debug. Donc, c'est vraiment les commandes de base. Mais il y a quand même des trucs, il y a quand même des trucs un peu cool, comment, genre, voilà, afficher le code source sur GDB, et bah, exécuter le programme, afficher les backtraces, faire les commandes start, continue, breakpoint, tout ça, enfin les trucs de base, faire du next et du step, voilà. Là, c'est vraiment les commandes de base, et je montre comment ça fonctionne et ce qui se passe, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Et après, enfin, il y a le cours d'assembleur. Voilà, il est vide. Donc ça sera à remplir dans le temps. Et après, il y a la page auteur, mais ça, c'est moi. Voilà, voilà. Donc ça, bah, c'était pour le cours. Donc pour y accéder, à quoi il ressemble. Également, bah, vous pouvez aller sur github.com/gelul/pediluve. Donc ça ressemble à ça. Et donc dans ce répertoire, il y a les sources. Et par exemple, je vais aller, je sais pas, dans C. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, c'est tout du Markdown. Voilà. J'ai tout écrit en Markdown. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise Rust et MDBook pour compiler tout ça en web. Donc je vais vous montrer justement comment l'avoir en local et comment le compiler en web et comment ça fonctionne, etc. etc. Donc, vous commencez par aller, pour installer Rust, hein, sur rustup.rs. Là, vous avez, pouf, une commande à copier. Vous l'exécutez. Voilà. Vous lisez parce qu'il ne faut pas avoir peur. Et à la fin, ça vous demande Proceed with standard installation. Default. Just press Enter. Donc ça, c'est tout ce que j'aime. Une installation standard et j'ai juste appuyé sur Entrée. Allez, c'est parti.
Comme j'avais déjà installé, moi c'est déjà terminé, et après on lit encore un peu, et on me dit, regarde, si tu fais cette commande, si jamais tu as SH base et DSH, voilà, si t'es là-dedans, bah tu fais ça, et si t'affiches, tu fais l'autre. Bon, moi du coup, voilà, je vais copier ça, je le fais, voilà, je préfère du Rust, c'est cool. Donc maintenant, normalement, on a Cargo qui est installé. Donc si je fais Cargo install mdbook, il m'installe mdbook. Comme moi j'ai déjà installé, bah ouais, il m'a juste dit non, c'est bon, il est déjà installé, il n'y a pas besoin de réinstaller. Vous, ça sera peut-être un peu plus long. Ensuite, on retourne sur le pédiluve, on va dans code, on va dans HTTP. Vous aurez pas SSH, parce que forcément vous n'êtes pas connecté à ce compte. Mais voilà, vous prenez le lien SSH qui est ici, c'est HTTPS pardon, qui est ici, et vous n'avez plus qu'à faire clone du lien. Vous avez ici le lien, vous allez dedans, et là il n'y a plus qu'à faire mdbook build, voilà c'est build, et vous avez d'un coup un répertoire book qui est présent, et dans book il y a entre autres index.html. Donc déjà vous pouvez y accéder en local comme ça. Mais si jamais vous voulez vous amuser à aller plus loin, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir une autre shell. Là, je vais ici lancer un serveur mdbook avec mdbook serve. Voilà. Et donc ce que ça va faire, c'est que ça va lancer un serveur en localhost sur le port 3000. Donc là, si je double-clique ici, ça va m'ouvrir un onglet sur Firefox sur l'adresse en question. Voilà, c'est là, donc je suis bien en localhost sur le port 3000. Et donc j'atterris sur le site, sur le cours, en format HTML. Et donc là où c'est rigolo, c'est que, admettons, j'ai envie de changer certaines choses. Par exemple, là, j'ai base 10 de 16, mais j'ai pas la base 8. Et voilà, vous vous dites, non, moi je veux la base 8, je veux qu'elle soit affichée dans mon cours, machin, machin. Bon. Vous allez changer le fichier summary.md. Et là, vous avez tout le fichier sommaire, c'est-à-dire la partie là qui est à gauche. Bon. Mettons que je crée donc la base 8. Non. Voilà. Je fais n'importe quoi. Ok. Là, vous allez voir, je vais sauvegarder, je vais vite retourner sur Firefox et vous allez voir que ça va se mettre à jour tout seul. En fait, le serveur va voir qu'il y a une modification. Sachant que moi, je n'ai pas créé le fichier base8.md, hein, il n'existe pas. Donc, je sauvegarde. Hop, il vient de se mettre à jour et le base8 vient de se faire. Et donc, j'ai déjà un fichier base8.html qui existe. Et si je veux le retrouver, bah, c'est simple, j'ai le répertoire préliminaire et j'aurai un base8.md qui vient d'être créé. Je vous montre. src préliminaire. Base8.md, voilà, il n'existait pas avant. Je vais dedans, voilà, bah, j'ai du Markdown qui me dit base8. Et là, je peux par exemple écrire. C'est comme les bases 10, 2 et 16, mais il faut remplacer par 8. Voilà. Je sauvegarde, et là, vous allez voir, je vais retourner sur Firefox. Et voilà, automatiquement, ça a mis à jour le site. J'ai pas rafraîchi la page, c'est le serveur qui rafraîchit tout seul pour moi. Et donc voilà, bah, c'est comme ça que j'ai construit le site, c'était en faisant du Markdown, et petit à petit, en regardant comment ça se construisait, tout ça, tout ça. Ensuite, pour pouvoir me poser des questions, vous pouvez me retrouver sur le serveur Discord de Kingdown. Donc Kingdown, c'est quoi? C'est une association culturelle de partage et d'entraide. Le but de l'association, c'est de regrouper des membres autour d'un ensemble de projets techniques et communautaires liés aux nouvelles technologies. Elle permet l'acquisition de nouvelles compétences par la pratique et la didactique. En gros, c'est un endroit où il y a plein de geeks qui se retrouvent pour pouvoir travailler à plusieurs sur des projets informatiques. Et justement, comme on travaille par la pratique de ces projets, bah, on apprend comme ça à avoir de nouvelles compétences et monter progressivement sur de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, voilà, pour travailler ou pour produire des projets, etc. Donc le lien pour rejoindre le serveur Discord, c'est discord.gg/kingdown, voilà, tout simplement. Il y a aussi le lien dans la description. Vous me retrouverez entre autres sur le blabla de temps en temps, et sinon dans la partie développement système qui est ici en bas. Vous avez d'autres channels si vous voulez vous amuser, voilà, si vous voulez faire des jeux ou des trucs comme ça. Voilà, il n'y a pas que du travail non plus. Il faut parfois un peu se reposer pour pouvoir reposer le cerveau, donc il faut jouer un peu. Donc voilà ce qui est Kingdown. Je remets le lien ici si jamais. Moi du coup je vous dis eh bien à la prochaine vidéo et peut-être à une prochaine sur Kingdown, pourquoi pas. Et du coup d'ici là eh bien portez-vous bien.